Le monde n'est pas une bouteille. Ce message résonne en nous depuis quelques années, comme un souvenir d'Afrique, comme un rêve vécu au présent et au futur. Mais pour le comprendre, il nous aura fallu laisser le temps au temps, parcourir des milliers de kilomètres qui séparent la France du Burkina Faso plusieurs fois. Burkina Faso. Petit pays d'Afrique de l'Ouest, voisin du Mali au nord, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin au sud, du Niger à l'est. Enclavé à la frontière entre Sahara et Afrique humide. Pays du Sahel, proche des sables du désert mais loin de toute mer. En raison d'une transition démographique rapide, sa population a été multipliée par 4 depuis l'indépendance du pays en 1960. La capitale, Ouagadougou, a vu sa population passer de 60 000 habitants à près de 2 millions d'âmes en moins de 50 ans. Ici, tout va très vite. De la capitale à la brousse, du goudron au sable, de la voiture au vélo, tout est une question de transition. Bousouma n'est qu'à 30 km de Ouaga, pourtant la capitale paraît déjà loin. Et notre environnement habituel encore davantage. Ibrahima est un jeune agriculteur de 22 ans. Il travaille depuis 4 ans à la ferme de Moringa. Yam zaki naore wana geston bujuma tianga poka mayula burema la burema kane ba fa vene burema ya Ibrahim zone de belem amdara yu pisila yibu e mam sing tumda mam taka sa yin ya wiki ne école nuna bati gwen mam ba magazine gom chefo lebe hati mam tirat na. Dans le futur, ce que je visionne, c'est l'élevage. J'aime les animaux. J'ai déjà été un peu berger, je sais à quoi cela ressemble. Dans mon village, de nombreux agriculteurs exercent plusieurs métiers. La longueur de la saison sèche nous empêche en effet de cultiver tout au long de l'année. À Bousouma, comme dans le reste du Burkina Faso, l'année agricole s'organise autour des saisons. En effet, les sols ne sont cultivables que durant la saison des pluies qui dure de la fin du mois de mai au début du mois d'octobre. Cependant, depuis les années 1970, les précipitations se sont singulièrement réduites. Leur volume diminue, mais plus grave, leur durée tend à se raccourcir. Les agriculteurs burkinabés doivent donc ruser avec la contrainte climatique. Mais comment ? En pratiquant une agriculture adaptée aux saisons, en aménageant l'espace pour étendre la saison des cultures, en étant plus réactifs afin de générer d'autres sources de revenus. Au village de Bousouma, l'environnement a été profondément transformé au cours des 40 dernières années. Ibrahima n'était pas né lorsque son père s'est installé ici en 1972. Sa famille, comme la moitié de la population du village actuel, n'est pas originaire de Bousouma, mais s'est installée ici en raison de la désertification progressive au nord du Burkina Faso. Même si l'expression n'existait pas il y a 40 ans, de nombreux habitants du village peuvent ainsi être qualifiés de migrants climatiques. Une des grandes causes de perturbation dans l'Afrique a été
la déstructuration des groupes ethniques liés à la colonisation. Et dans ce phénomène de colonisation, le Burkina et le pays Mossi, le plateau Mossi, a été un des rares groupes qui n'a pas été coupé par les frontières. Et le plateau Mossi est un plateau qui est plutôt surpeuplé, même si, toute chose égale par ailleurs, le Burkina n'a pas les densités des pays comme la Belgique ou le nord de l'Europe. Et de ce fait, les gens ont été obligés de développer des pratiques de culture intensive. Alors, un pays africain, c'est 70 à 80% de la population est rurale, contrairement à nos pays du Nord. Et donc, la culture de ces gens qui ont développé une culture intensive, je ne sais pas si vous avez entendu parler des techniques du zaï, c'est plus de l'agriculture, c'est de l'horticulture. Et de même, les cordons pierreux qui permettent de récupérer l'eau pour des petites parcelles qui font un demi-mètre carré. Donc, les gens qui ont développé ces techniques-là ont construit une mentalité, une structuration qui est différente et qui percole dans la société civile, ce qu'on ne retrouve pas dans les régions de la sous-région où on est plutôt des sociétés du coupé-brûlé migration, quoi. On coupe, on brûle, on exploite, et quand le sol est trop pauvre, on déplace le village et on continue. Ça crée, je pense, une société civile qui ne règle pas ses problèmes de la même façon. Il y a une certaine, et c'est peut-être ça qui fait qu'on trouve au Burkina un pragmatisme particulier. Sinon, en 72, quand je venais, de 72 à 78, 79, en principe, au mois d'avril, on s'aimait. Mois d'avril, il y avait les premières pluies. Et en ce moment, comme les pluies ne tardaient pas à venir, vous avez des champs qui sont très, très bons, parce que en ce moment, la forêt était là, le terrain était très riche. On n'utilise pas d'engrais, vous ne cultivez pas avec des charrues, la traction asile n'existait pas. Vous cultivez avec la main comme ça, mais vous gagnez à manger suffisamment et ça reste. Et vos animaux ont le temps d'agrandir. Si à l'heure actuelle, en avril qui vient, si on avait déjà de l'herbe fraîche, tous les animaux n'allaient pas mourir. Mais maintenant, c'est le pire. Nous pouvons attendre jusqu'en juillet pour avoir la pluie. Là, c'est catastrophique. Bon, maintenant, le Sahel est venu, tout est le désert. Maintenant, pour avoir à manger, c'est un problème. Il faut que tu sois un homme courageux pour avoir à manger. Changement climatique. Oui, je crois que personne ne conteste le changement climatique et l'évolution. Je ne trouve pas d'expérience qui soit suffisamment bien montée sur le plan des répétitions et des observations pour pouvoir distinguer le paramètre humain ou la croissance démographique du paramètre géophysique pur lié à la Terre. Je trouve que derrière ce changement climatique, peut-être lié à une surmédiatisation de beaucoup d'événements, on met encore une fois les sociétés de côté. Ceci étant dit, le climat change, ce changement-là fait que les gens, les agriculteurs notamment, se sont adaptés à ça. Les régimes de pluie semblent baisser et au Niger, on a pu faire des études sur le cycle moyen du mil, justement, entre le semis et la récolte. Et on s'est aperçu que sur 15 ans, 20 ans, sur 20 ans, les variétés locales de mil avaient réduit de 10 jours leur durée de cycle. Le fait du changement climatique a poussé les paysans à chercher les plantes qui poussaient le plus vite et ils ont sorti des variétés. Mais il n'y a pas eu de plan au préalable en disant il faut mettre des variétés plus courtes et on va faire de la sélection. Nous sommes dans la culture moderne. Maintenant, il y a la traction asile, où tu peux faire 1 hectare sans avoir un rendement qu'avant. Parce que le terrain est trop pauvre. Et quand un terrain est pauvre, si tu ne réussis pas à le nourrir, c'est comme un animal. Si tu ne l'engraisses pas, il ne va pas grossir. Donc il faut bien soutenir le terrain, surtout en fumier local, le plus important, avant de passer à l'engrais et tout. Parce que le fumier local maintient le sol. Et même en cas de sécheresse, si le fumier local est bien posé, la sécheresse est moins là-bas que là où vous n'avez jamais utilisé de l'urée ou de choses, ça se sèche. L'engrais vient en complément. Le MPK suit le fumier local et l'urée
Si maintenant, pour terminer, parce que l'urée permet aux épis d'avoir trop de graines. Scène 1. En géographie, correspond à la combinaison des éléments naturels et humains d'un espace. Les introductions... Non, c'est pas les introductions. Les interactions entre société, faune, flore ou encore climat constituent ainsi le cadre et les conditions de vie d'une population. Les géographies utilisent l'expression de milieu géographique pour qualifier l'environnement. Dans le vieux temps, on cultivait le sorgho rouge, le petit mil et le sorgho blanc. Le maïs était en petite quantité. Mais à l'heure actuelle, le maïs est plus cultivé. Pourquoi? Parce que le maïs a un cycle court et les autres ont des cycles très longs et c'est vers son rendement que les pluies coupent. Mais avec le maïs, au plus tard 80 jours, c'est-à-dire que tout est fait. Et bon, c'est pas tous les ans qu'on ne peut pas avoir la pluie jusqu'en septembre. Alors que si on a la pluie en septembre, 2 ou 3 bonnes pluies, ça suffit pour le maïs. Donc les gens se sont retournés vers le maïs. Mais sa culture est plus difficile parce que ça demande du fumier, de l'engrais. Bon, il faut bien traiter le terrain. Sorgho rouge, on le battre sûrement en le bas ou bien en pile ou on fait comme on veut. C'est pour juste de faire descendre sûrement. Vous voyez, c'est des grains. Si nous nous nourrissons principalement de céréales, c'est d'abord parce que nous pouvons les consommer durant des mois une fois qu'elles sont sèches. Je vais vous présenter mon cousin Issa qui vit dans la concession voisine. Issa vit sur la concession de son père Noufou avec ses frères et ses sœurs et leurs enfants. Donc maintenant on commence à les semer en juillet. Avant c'était en mai, le début mai, mais présentement début mai il ne pleut pas. Donc la saison est devenue de plus en plus courte. La bonne période du maraîchage c'est entre octobre jusqu'à mars. Même durant la saison sèche, les activités ne manquent pas. Nous cueillons ainsi des produits comme le tamarin, les kapoks et le moringa. Nous nous occupons de nos bêtes. Pour travailler la terre, nos outils sont peu nombreux mais efficaces. Nous n'ignorons pas les outils plus modernes. Mon père a d'ailleurs eu un tracteur dans le passé, mais leur coût de fonctionnement et la petite taille de nos champs nous font préférer nos outils simples et robustes. Nous avons transformé notre environnement par nos activités, mais nous avons aussi dû nous adapter à lui. Notre courage et notre nombre demeurent nos principales ressources en tant qu'agriculteurs. Toutefois, si nous subissons de fréquents accidents climatiques qui nous privent certaines années des pluies nécessaires à nos cultures céréalières, nous vivons mieux que d'autres régions du Burkina Faso car nous disposons d'importants lacs artificiels qui nous permettent de pratiquer des cultures irriguées de contre-saison durant la saison sèche. Nos cultures irriguées fournissent la ville en produits maraîchers, fruitiers et laitiers. Nous nourrissons ainsi villageois et citadins. Même si elles paraissent traditionnelles, nos techniques agricoles se sont en fait largement modernisées, notamment dans les bas-fonds proches du lac.
Les terres irrigables au bas-fond sont cependant rares. Elles doivent être partagées entre les différents villages des alentours et, au sein de notre village, entre les diverses familles de cultivateurs. À notre échelle, nous gérons ces ressources en terre et en eau au sein de groupements associatifs qui fonctionnent de façon démocratique. Malgré la montée de l'individualisme, l'action collective nous permet de mieux défendre nos intérêts et d'éviter les conflits au village, comme mon père et mon cousin vont vous l'expliquer. Nous, Bousma, en fait, vit des groupements. Parce que nous avons plusieurs groupements. Groupements féminins, masculins, groupements mixtes. Puisque les femmes au départ travaillaient avec nous, les maris, mais on a constaté que les hommes volaient les femmes. Donc on a dit aux femmes, nous allons créer un groupement pour vous. Et vous allez travailler vous-même. La motopompe, c'est l'unique, mais nous, on va vous ravitailler l'eau. Vous allez continuer à payer comme les hommes payent. En ce moment, si vous récoltez, c'est pour vous. Et maintenant, comme le groupement marchait, on a réussi à octroyer un crédit pour leur donner leur propre motopompe maintenant. Donc, elles sont indépendantes. Je suis jardinier puisque j'étais animateur au groupement NAM. Puisque deux fois j'ai été adhérent au groupement, plus précisément dans l'union de Koubri, puisque le groupement NAM, il y a des unions, dans l'union de Koubri. Donc comme moi aussi, je sais écrire, lire, remplir des papiers dans le groupement, donc je suis devenu animateur. De jour en jour, la ville se rapproche de notre village. Lors de notre dernière venue en 2013, la route goudronnée que nous appelions simplement le goudron était distante d'une quinzaine de kilomètres de Boussouma. Aujourd'hui, le goudron n'est plus qu'à 6 kilomètres. Pour nous, cette influence urbaine croissante constitue une opportunité pour diffuser nos produits. Notre ferme vient ainsi de s'équiper d'un véhicule acheté grâce à un microcrédit afin de commercialiser nos produits et ceux du village directement en ville. L'influence urbaine nous amène aussi à envisager de nouvelles pratiques agricoles. Ces bouleversements sont vécus comme d'importantes opportunités, mais aussi comme une remise en cause de l'organisation communautaire de notre agriculture. Oui, le goudron a été fait pour un projet de laiterie. Et c'est ce projet qui nous a fait créer le groupement d'élevage, puisqu'ils veulent faire des collectes de lait. Bon, ceux qui peuvent entretenir leurs anciennes vaches pour avoir un peu de lait, si tu as 2 vaches qui peuvent être dans leur filière, quand ils vont venir maintenant avec leur système de travail, c'est là que les gens vont pouvoir s'engager. Parce que pour le moment, les gens n'ont pas tellement confiance au projet qui parlent, qui n'agissent pas. Les paysans sont très portés par tout ce qui va dans la sécurité. À l'inverse, tout ce qui est nouvelle technologie et nouvelle approche, avec une part de risque, qui est souvent ça l'évolution, sont rejetés de plus en plus fortement par les agriculteurs. Nous cherchons donc de nouveaux équilibres face à ces nouveaux modes de vie. Aujourd'hui, notre espace se transforme sous nos yeux, tout comme les échanges que nous faisons au village avec d'autres villages et bien au-delà. Unité africaine Bemi. En bas au là. Ibrahima entretient des liens avec des lieux éloignés de la ferme, par l'entremise de ses frères qui vivent à Ouagadougou, des preneurs qui achètent ses produits pour les revendre sur les marchés des villes, ou encore parce que, comme quasiment tous les Burkinabés aujourd'hui, il possède un téléphone portable. En réalité, le village est tel que le lien est fort entre les gens, donc lorsque je me déplace, c'est surtout pour me rendre chez mes amis ou au marché de Boussouma si j'en ai besoin.
Je vais aussi au marché, par exemple, s'il y a un match de foot à la télévision, s'il y a un mariage ou un décès. Ce sont mes principaux déplacements. Pour ce qui est des déplacements sur Ouagadougou, je n'y vais pas tout le temps, c'est occasionnel. Je ne peux pas laisser du travail ici pour y aller, car je n'ai pas de travail là-bas. Pour me tenir informé, pour les informations, je me rends au marché du village, où il y a la télévision et où je peux parler avec les gens, le bouche à oreille. Et puis, j'ai toujours mes écouteurs sur les oreilles, c'est la radio. Bien que nous semblions vivre en vase clos dans nos concessions respectives, les mobilités des habitants de Boussouma sont en fait nombreuses. Nous nous déplaçons pour vendre nos productions, pour nous procurer tout ce qui n'est pas produit localement, notamment tous les biens issus de l'industrie moderne auxquels nous avons de plus en plus accès, mais aussi pour accomplir des formalités administratives ou encore, pour les jeunes les plus chanceux, pour nous rendre au collège situé à une dizaine de kilomètres. Si la marche à pied domine tous nos déplacements, nos moyens de transport sont en fait assez variés. Leurs coûts respectifs demeurent cependant un frein à nos mobilités. Le revenu moyen au Burkina Faso ne dépasse guère 30 000 francs CFA par mois, soit près de 50 €. Un litre d'essence coûte le même prix qu'en France, soit environ 1,50 €, car le pays ne possède pas de ressources en hydrocarbures. Faire le plein d'essence coûte donc une petite fortune pour une simple moto, sans parler d'une voiture ou d'un camion. Mon père, qui vit confortablement par rapport à d'autres villageois, possède sa propre moto. En raison de son coût d'utilisation, je ne m'en sers que pour des trajets trop lointains, pour être entrepris en vélo. Malgré le développement progressif du goudron, la plupart des voies de communication existantes sont des pistes en terre. Elles sont difficiles à entretenir et fréquemment endommagées, voire coupées durant les saisons des pluies. Je n'ai que 22 ans, mais le territoire que je parcours fréquemment ou à l'occasion s'est déjà sensiblement élargi depuis que la ferme de Moringa a été créée. Nous vendons nos produits à proximité, mais aussi dans les villages situés à une vingtaine de kilomètres et même dans les marchés de la capitale. Pour moi, comme pour la plupart des villageois, être mobile est un moyen de développement essentiel. Cependant, cet élargissement progressif du territoire quotidien engendre de nouvelles questions. La question de la pollution reste difficile à gérer car, avant même de parler de récupération ou de retraitement, les populations ignorent souvent les conséquences sur leur environnement du rejet des produits tels que les sacs plastiques ou les piles usagées. L'information et l'éducation manquent ici cruellement. Le 20 mai 2014, le Parlement a adopté une loi pionnière interdisant totalement les sachets plastiques non biodégradables sous peine d'amende. C'est un pas de géant à l'échelle locale, mais au-delà de la loi, l'adaptation des comportements des citoyens nécessite un véritable apprentissage pour faire bouger les mentalités et changer les habitudes. Il y a une mortalité des petites bêtes qui mangent ça, notamment des petites et des grosses, puisque je crois qu'on annonce 30% de décès du cheptel au vin à cause de la gestion du sachet plastique. C'est quand même un problème de santé publique presque. Quand on met les sachets plastiques, si on ne trie pas, les racines elles ne peuvent plus rentrer, donc il y a des problèmes de sécheresse. Et que, encore pire, toutes les piles qui sont là-dedans font qu'il y a des contaminations en métaux lourds qui sont encore plus toxiques qu'avant. Ma famille et moi-même produisons l'essentiel de ce que nous consommons.
Je vends certains de nos produits, comme par exemple la volaille, que nous consommons assez rarement en raison de sa valeur élevée. J'achète aussi de menus objets comme les piles, les chambres à air ou des vêtements. Pour ces échanges du quotidien, je me rends au marché de Didri, à 5 km de chez moi. Ne vous y trompez pas, derrière ces apparences modestes, ce marché est un centre d'échange important et un lieu de rassemblement majeur lors de grandes occasions, comme la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars. C'est l'une des fêtes nationales les plus importantes de notre pays et ce jour-là, à Didri, défilent les groupements féminins de toute la région. L'événement est très populaire et il n'est pas rare que ce petit village de Brousse accueille alors une dizaine de milliers de personnes venues participer aux célébrations. C'est la commune de Kouri avec la grande Baroro qui tient la pancarte. Je vous demande de les applaudir. On applaudit ces femmes qui sont toutes des femmes entrepreneuses parce que nombreuses sont parmi d'entre elles qui font vraiment de la maraîchère. Après Didri, je vous amène au petit marché qui est le véritable cœur de notre village à l'habitat dispersé. On y trouve l'école, ouverte il y a 5 ans, et quelques petits commerces et lieux de rencontre. Le petit marché me permet de voir mes amis et de me procurer certains produits de base. En fin de journée, j'aime m'y rendre pour rencontrer mes voisins, boire un verre ou, lorsque le groupe électrogène qui produit de l'électricité fonctionne, regarder un film ou un match de foot sur la télévision du village. Moi, j'ai travaillé des maquis, de créer des musulmans libanais, et de travailler, de créer des boissons avec l'eau fraîche, coca, biscuits. Il y en a avant des boutiques à côté des mécaniques, il y a de l'essence à côté. En 2012, nous étions à 1300 habitants. Donc ça s'augmente. Et ce qui nous a permis d'avoir 6 classes. Sinon, dans l'État, on ne pouvait pas parce qu'on n'était pas trop nombreux. Et déjà, c'était un bon pas pour le village, parce qu'il y a des villages voisins qui viennent maintenant avec leurs enfants. Donc, ce n'est pas pour tout Boussima, mais c'est pour l'entourage. Et pour l'école, je suis le président de l'APE, l'association des présidents des parents d'élèves. Nous aimerions avoir 2 plaques solaires pour 2 classes, parce que tous ces jeunes ne sont pas alphabétisés. Comme ça, on pourrait à l'école prendre des instituteurs qui vont leur donner des cours du soir. Et ça va un peu développer le village. Parce que quand on n'est pas instruit, c'est que tu es nul. À l'heure actuelle, tu ne connais même pas ce que tu fais. Mais quand tu as un peu de notion, ça peut te permettre de te débrouiller toi-même. Vous connaissez maintenant l'essentiel de mes activités et de mon territoire quotidien. Je voudrais maintenant vous faire découvrir certains aspects plus intimes de notre façon de vivre et d'habiter en brousse. Habiter. J'habite dans tel pays, dans telle ville ou à telle adresse sont des phrases que nous prononçons pour situer nos espaces de vie sur la terre.
Pourtant, l'acte d'habiter quelque part implique une démarche intellectuelle, souvent inconsciente, qui contribue à la définition de notre identité en tant qu'être humain. Ces modes d'habiter se construisent dans le cadre de nos activités de travail, de résidence ou encore de loisirs. À Bousouma, les manières d'habiter sont, plus qu'en France, influencées par l'environnement local. Ici comme ailleurs, les humains ne sont évidemment pas passifs face aux contraintes de leur espace de vie. Mais ils mettent en œuvre des stratégies d'adaptation pensées en lien permanent avec celui-ci. Traditionnellement, chaque famille possède une concession terrienne de 5 à 25 hectares de superficie. Les champs s'organisent de façon concentrique autour des habitations et des bâtiments de l'exploitation agricole qui sont regroupés en cercle autour d'une cour. Cette cour est le cœur de la vie familiale. C'est un refuge pour le cheptel durant la nuit. On y stocke, on y prépare la nourriture, on s'y retrouve entre membres de la famille élargie et on y reçoit les invités de passage. Comme dans nos activités agricoles, la construction de nos maisons mêle de plus en plus techniques traditionnelles et modernes. Mon cousin Issa nous invite à découvrir l'organisation de la cour de son père, où lui et sa famille vivent. Voilà, ça c'est la maison de mon papa, à 16 tôles. Donc lui, il est seul là-bas. Bon, quand nous on vient, on peut être dans le salon et puis il dort dans la chambre. Quand on veut se réunir, on se réunit là-bas, lui voir et puis sortir. La case qui est au milieu, ça c'est un grenier construit en banco. Puisque ça dure par rapport à ce qu'on a clôturé, comme vous voyez comme ça. Là. Maintenant, on met une toile au-dessus. Ça peut faire quand même 10 ans ou 20 ans comme ça. Celui qui est en bas à gauche, lui c'est pour la maison, c'est pour les chèvres pendant la saison pluvieuse. Notre foyer, bon, c'est 3 bois, non, c'est 3 pierres. Et puis on met la marmite au-dessus, ouais, c'est comme ça. C'est pas plus que ça. C'est comme ça. On met seulement comme ça. Oui. C'est propre et puis on prépare ou on chauffe de l'eau ou on prépare comme on veut. La cuisine peut être dehors ou à l'intérieur. Puisqu'on fait des cuisines à l'intérieur, c'est tout juste pendant quand il pleut. Comme à cette période il ne pleut pas, on peut cuisiner dehors. La plupart du temps, nous construisons en banco, c'est-à-dire en briques de terre sèche. La technique de fabrication de ces briques est à la fois rapide et efficace. Nos cases rondes traditionnelles sont recouvertes de toits en branchage et en chaume que nous confectionnons durant la saison sèche. D'une façon générale, nous profitons de la morte saison agricole pour bâtir et réparer nos fermes. Lorsque nous en avons les moyens, nous construisons également des bâtiments en parpaing recouverts de toits de tôle. La tôle, qui mesure environ 80 cm de large, nous sert d'ailleurs d'unité de mesure pour nos bâtiments. Le premier bâtiment de la ferme de Moringa mesure ainsi 10 tôles, soit 8 mètres de long. Là, nous avons un bâtiment de 20 tôles, muni d'un hangar de 10 tôles. Ces matériaux modernes permettent de construire des bâtiments de plus grande superficie, plus rapidement et dont la durée de vie est plus longue. Ils présentent cependant des inconvénients, à commencer par leur prix, puisque nous devons acheter les parpaings, les tôles ainsi que le ciment. Lors de la visite des lycéens de l'association FASO en 2015, nous nous sommes rendus à Boromo, à 200 km de Bousouma, pour y rencontrer les fondateurs de l'association des voûtes nubiennes. Ce groupement est actif au Burkina, au Mali, mais aussi au Ghana et au Bénin.
Il s'efforce de promouvoir les constructions en matériaux traditionnels en formant des maçons locaux à une technique de construction inspirée de l'Égypte. Le coût faible et la disponibilité des matériaux sont deux avantages indéniables de ces constructions. De plus, les constructions en terre protègent bien plus de très fortes chaleurs, notamment quand elles sont surmontées de toits végétaux qui assurent une bonne circulation de l'air. Généralement, les fermes de Boussouma rassemblent 2 ou 3 générations de membres d'une même famille. L'entraide entre chacun et entre les générations fait partie du mode de vie. La répartition des tâches domestiques au sein de la maisonnée est assez complexe. Tous, enfants et adultes, y contribuent. Cependant, les femmes et les jeunes filles jouent ici un rôle majeur. Je vous invite maintenant à découvrir les femmes et les jeunes filles de ma famille, sans la contribution desquelles notre vie à la ferme serait impossible. Un Français consomme en moyenne près de 4 tonnes d'équivalent pétrole en énergie par an pour s'éclairer, se chauffer, se déplacer ou encore faire fonctionner ses appareils électriques et électroniques. Au Burkina Faso, un habitant consomme près de 6 fois moins d'énergie par an qu'un Français. Pourtant, les besoins s'accroissent rapidement avec l'augmentation des mobilités, avec la diffusion de l'éclairage électrique ou en raison du désir d'avoir accès à la téléphonie mobile. Les ressources demeurent pourtant limitées et chères. Bien que notre ferme, comme l'ensemble de notre village, ne soit pas raccordée au réseau électrique, nous avons la chance de disposer d'énergie variée et relativement abondante grâce à notre partenariat avec les lycées Clémenceau et Gabriel Péry en France. À Boussouma, l'essentiel des ressources énergétiques provient de la biomasse, c'est-à-dire de la matière organique d'origine végétale ou animale. Face au réchauffement climatique et à la pression démographique, les ressources en bois tendent à se raréfier. Elles doivent être gérées et utilisées avec parcimonie. Pour faire face à cette pénurie, le gouvernement burkinabé tente de promouvoir la production d'énergie à partir de déjections animales qui, en se décomposant, produisent naturellement un gaz inflammable, le méthane. Chaque matin, il est conseillé d'avoir une brouetée de bouse de vache. C'est à partir de là, c'est là qu'on remplit, on broie et on ouvre. Et ça part dans la fosse. Le gaz monte jusque là. Celui-là, c'est quand vous n'utilisez pas trop le gaz et que c'est plein, vous ouvrez ici pour faire sortir. Ils ont fait des recherches et à partir de ce gaz-là, les congélateurs peuvent être utilisés, les frigos. À Boussouma, l'électricité est particulièrement rare. Elle existe principalement sous la forme des piles et batteries que nous achetons au marché local ou en ville. Si les piles sont relativement accessibles, l'achat d'une batterie solaire représente l'équivalent de 2 mois de salaire. Nous nous servons surtout de l'électricité pour nous éclairer.
Les jours ont pratiquement la même durée que les nuits tout au long de l'année. Le village est ainsi plongé dans le noir dès 18 heures. Pour pouvoir poursuivre nos activités, nous utilisons des lampes électriques à piles. Par exemple, c'est ainsi que les jeunes peuvent faire leurs devoirs après l'école. Ces piles, comme nous l'avons vu, finissent souvent jetées dans nos champs et polluent les terres que nous cultivons en se dégradant. Il existe pourtant à Bousouma une énergie abondante, inépuisable et peu chère, le soleil. Notre ferme fait ici exception dans le village. Grâce à nos partenaires français, elle a en effet été équipée d'une dizaine de mètres carrés de panneaux solaires. Nous disposons ainsi d'une électricité relativement abondante qui nous sert à pomper l'eau du sous-sol et à transformer le moringa que nous produisons. Depuis 2015, notre ferme est même pourvue d'un éclairage électrique. L'énergie reste donc pour nous une ressource essentielle et rare, tout comme l'eau et l'alimentation, dont je souhaiterais maintenant vous parler. L'habitabilité d'un espace dépend en premier lieu de la disponibilité de l'eau et des aliments en qualité et en quantité suffisante. Les ressources en eau douce ne représentent que 3% de l'eau présente sur la Terre et la répartition de cet or bleu est particulièrement inégale entre les régions du globe. Ainsi, un Canadien dispose de 82 000 m3 d'eau douce par an, un Français de 3 000 m3 et un Burkinabé d'à peine 700 m3. Situé en majorité dans une région souffrant d'aridité, le Burkina Faso est classé par l'ONU parmi les pays en situation de pénurie d'eau, c'est-à-dire disposant de moins de 1000 m3 d'eau par habitant et par an. Pourtant, entre le nord et le sud du pays, le contraste est grand. Bousouma, situé au centre du pays, se trouve davantage en situation de stress hydrique que de pénurie, c'est-à-dire que les ressources en eau sont faibles mais suffisantes. Cependant, le moindre accident climatique, comme une saison des pluies trop faible ou trop courte, peut faire basculer le village en situation de pénurie d'une année sur l'autre. Pour gérer une ressource en eau inégalement disponible sur l'année, d'importants aménagements ont été réalisés par les populations depuis l'indépendance du pays en 1960. Depuis 50 ans, les moines bénédictins et la population locale ont ainsi créé des retenues d'eau dans la région qui entoure la capitale, Ouagadougou. Ces lacs fournissent de l'eau aux hommes et aux bêtes. Ils permettent, comme nous l'avons vu, d'irriguer les bas-fonds dans lesquels sont plantées les cultures maraîchères de contre-saison. Ils produisent enfin d'importantes ressources en poissons qui sont vendus sur les marchés ou consommés sur place. Dans le sous-sol de Bousouma, il existe par ailleurs d'importantes nappes phréatiques situées à 30 ou 40 mètres sous la surface du sol. Quelques puits avec des pompes manuelles ont été creusés pour fournir de l'eau potable aux habitants. Ils sont cependant peu nombreux, ce qui oblige les habitants à parcourir d'importantes distances pour se procurer de l'eau chaque jour. Grâce au partenariat établi entre la ferme de Moringa et les lycées Clémenceau et Gabriel Péry, la situation s'est cependant nettement améliorée pour une partie des habitants du village, comme nous l'explique Ibrahima. À la ferme, la gestion de l'eau est un peu différente du reste du village. Grâce à nos partenaires français, nous avons pu nous équiper d'un système d'approvisionnement en eau moderne et très performant. Nous avons ainsi réalisé un forage et nous pompons l'eau en profondeur avec une pompe qui fonctionne grâce à l'énergie électrique produite par nos panneaux solaires. Ces investissements ont révolutionné notre façon de cultiver. Plus important à nos yeux, ces équipements ont offert un accès aisé à l'eau potable aux villageois. Environ un quart des 1600 habitants du village viennent ainsi s'approvisionner en eau à la ferme pour leurs usages domestiques. Notre ferme dispose également d'un luxe unique à Bousouma, une véritable douche. Toutefois, le succès du puits auprès des habitants
nous force parfois à arbitrer entre l'arrosage de nos cultures et l'approvisionnement en eau potable car nos réserves ne sont pas inépuisables. Concernant l'eau, la quantité dont nous disposons avec le château d'eau pour irriguer est en réalité insuffisante. Nous essayons d'aller tout doucement avec les parcelles, mais la production s'agrandit. Elle demande donc plus d'eau. Le système d'arrosage que nous avons n'est pas facile, car nous devons nous déplacer d'un point à un autre sur les différentes parcelles, et c'est un gros inconvénient, car l'arrosage doit se faire doucement, petit à petit dans la terre. On doit faire l'irrigation nous-mêmes, en créant des canaux, mais cela prend du temps. Tout cela est difficile et utilise beaucoup d'eau. L'eau est insuffisante car durant la saison chaude, les plantes ont besoin de beaucoup d'eau, mais les hommes aussi. Beaucoup viennent chercher de l'eau ici, en faisant parfois de nombreux kilomètres car il y a un robinet. Même les enfants peuvent venir seuls remplir les bidons. Nous devons donc gérer la consommation d'eau entre les besoins de la ferme et ceux de la population. Elle est nombreuse à venir, et c'est normal avec l'installation du robinet. Les familles viennent plus souvent. Nous ne pouvons pas nous permettre de priver la population d'eau. Si en France, un habitant consomme environ 150 litres d'eau par jour pour ses usages domestiques, toilettes, cuisine, boissons, lessive, WC, un habitant de Bousouma se contente quant à lui d'environ 8 litres d'eau par jour pour les mêmes besoins, soit près de 20 fois moins. Dans une perspective de développement durable, favoriser l'accès à une eau saine et en quantité suffisante demeure un enjeu clé à Bousouma comme dans de nombreux lieux au Sahel. Des aménagements similaires à ceux mis en œuvre à la ferme de Moringa pourraient certes améliorer l'accessibilité à l'eau. Cependant, au-delà du coût des investissements nécessaires à ces aménagements, cette modernisation de l'approvisionnement en eau doit impérativement être accompagnée d'une éducation à la gestion durable de l'eau, ressource rare par excellence. Avoir accès à l'eau ne suffit pas pour vivre. Encore faut-il pouvoir se nourrir quotidiennement en quantité et en qualité suffisante. De ce point de vue, le Burkina Faso a accompli des progrès au cours des 15 dernières années. Ainsi, la faim a diminué de 20% alors même que la population était dans le même temps multipliée par 2. Pour bien saisir la nature de l'enjeu, il faut par ailleurs distinguer nettement la sous-nutrition, c'est-à-dire le manque de nourriture en termes de quantité, de la malnutrition qui correspond au manque de diversité ou de qualité des aliments consommés. C'est aujourd'hui cette dernière qui fait le plus de ravages au Burkina Faso. C'est autour de cet enjeu alimentaire qu'a germé le projet de la ferme pédagogique qui a démarré en 2011 à Bousouma. Ce que nous remarquons généralement chez nos patients, il y a la sous-alimentation. Donc la sous-alimentation associée à l'effort fourni par les paysans, alors ça les rend très très vulnérables et ils tombent fréquemment malades. Donc c'est pour dire qu'ils fournissent plus d'efforts et en retour ils ne sont pas bien alimentés. Pour donner la cible, c'est les enfants de 6 mois. 6 mois parce que ça correspond généralement à la période de sévrage et jusqu'à aux enfants de 5 ans. Il y a également les femmes enceintes ou les femmes allaitantes. Et ici, même quand une femme enceinte même quand tu es enceinte, tu dois forcément travailler comme tout le monde. Je dirais en gros qu'ils n'ont pas une alimentation équilibrée. Voilà. C'est généralement, pour parler en termes locaux, c'est généralement le taux, voilà, avec des différentes sauces, voilà, sans apport de viande, de poisson, voilà, et même de fruits. Non.
Pour eux, manger de la viande ou du poisson, c'est généralement les jours de fête. Voilà, et ça, c'est réservé à la classe aisée, ceux qui sont un peu riches. Donc, c'est ce qui rend les gens un peu plus malades. En saison pluvieuse, on a plus de malades, étant donné que c'est la période du paludisme, et qu'en saison sèche. Alors, en saison sèche, on a environ 400 à 600 malades dans le mois. Et en saison pluvieuse, on peut enregistrer plus de 1000 malades dans le mois. Alors, après le paludisme, on a les infections des voies aériennes. Voilà, il y a également les maladies diarrhéiques, les gastro-entérites, les dysenteries, et même les fièvres typhoïdes. Voilà, et ainsi de suite. Il y en a qui n'ont pas le centre de santé comme premier recours. Ils ont d'abord recours à d'autres pratiques ou d'autres choses. Voilà, les marabouts, les charlatans, les féticheurs et autres. Et c'est quand vraiment ça ne marche pas là-bas qu'ils viennent vers nous. Et en ce moment, et généralement, c'est trop tard. Le message passe difficilement parce que les gens, non seulement ils n'ont pas le temps de nous écouter, et même quand ils nous écoutent, ils ne mettent pas en pratique ce que nous donnons comme conseil. La plupart ne rentrent pas puisque les concessions sont éloignées. La nourriture là, vous voyez, c'est un gâteau. Si, par exemple, si vous regardez ce qu'ils mangent là, ce qu'il y a dans les seaux là, c'est juste un gâteau. Il n'y a pas de sauce. Hein? C'est-à-dire c'est pauvre. Il y a des cuisinières qui viennent juste derrière là, et puis font la cuisine. Les femmes préparent, bon, on leur donne quand même quelques louchées quoi. Chacun prend, il mange. Mais puisque certains viennent main vide, c'est ça le problème aussi. Vous voyez, un enfant par exemple toute la journée, va faire toute la journée, il va délayer du taux, il va boire, il y a à manger à l'école, ça les motive à venir. La méconnaissance en matière d'alimentation et plus généralement de santé paraît évidente à qui visite le Burkina Faso. Sur les marchés, les étals abondent de médicaments vendus à l'unité, sans prescription et sans même une notice médicale. La plupart sont inefficaces et même dangereux car il s'agit de médicaments périmés ou contrefaits. Dans un pays qui manque cruellement de personnel et d'infrastructures de santé, l'automédication est souvent perçue comme l'un des seuls recours par les Burkinabés. Les inégalités de richesse jouent bien sûr aussi un rôle clé dans les déséquilibres alimentaires qui conduisent à la malnutrition. Les plus modestes des agriculteurs préfèrent souvent vendre les quelques volailles qu'ils élèvent plutôt que de les consommer. Même si elle paraît éloignée de celle des pays du Nord, la situation au Burkina Faso est de ce point de vue comparable. En effet, dans un pays comme la France, les carences alimentaires liées à ce que l'on appelle la malbouffe existent aussi. Et comme au Burkina, elles affectent d'abord les plus modestes, car ils ne disposent pas des moyens financiers et culturels nécessaires pour manger sainement. L'expérience de la ferme de Moringa est née de ce constat simple. La question alimentaire et les enjeux de santé qui en découlent ne peuvent durablement être traités sans prendre en compte de façon coordonnée les dimensions sociales, économiques et environnementales du développement dans le cadre local. Ibrahima et son frère Philibert nous présentent les raisons qui nous ont poussés à développer la culture du moringa à Boussouma. En raison des nombreuses carences dont souffrent les populations locales, nous avons choisi d'axer la production agricole sur un complément alimentaire à haute valeur nutritionnelle, le moringa. Cet arbre présente en effet l'avantage d'être tout à fait adapté à notre climat puisque, grâce aux tubercules qu'il développe le long de ses racines, il est capable de passer 9 mois sans eau. De plus, il pousse extrêmement rapidement et peut grandir de 3 mètres par an.
Grâce aux échanges entre groupements agricoles, nous avons appris que le moringa avait été utilisé dans d'autres espaces en situation de crise alimentaire, à l'image du Niger, de Madagascar ou d'Haïti. Nous nous sommes inspirés de ces expériences. Pour nous, le moringa est d'abord utile pour ses feuilles. Elles nous apportent les nutriments nécessaires à une alimentation équilibrée. Nous utilisons également bien d'autres parties du moringa, comme mon frère Philibert va vous l'expliquer. Nous avons devant nous un pied de moringa qui a un an et demi. Là, nous remarquons les feuilles, surtout des jeunes feuilles, vu que nous avons facilement accès à l'eau. Arrosé il y a 5 jours, nous voyons que les feuilles poussent très bien maintenant. Et même les fleurs. Toutes les parties du moringa sont utilisables, des feuilles jusqu'à la racine. Les racines sont utilisées dans le traitement des maux de ventre. Les branches, on peut les couper et puis donner aux animaux. Les fleurs sont utilisées comme tisane et même les feuilles sont utilisées comme tisane. Aujourd'hui, 20% de la production de moringa de notre ferme est offerte à des dispensaires et des associations locales qui œuvrent en faveur des populations fragiles. Nous commercialisons le reste de notre production de moringa, mais aussi les légumes que nous cultivons à la ferme. Nous espérons ainsi créer plusieurs emplois et former de jeunes agriculteurs choisis par le comité villageois de développement et l'école de Boussouma. Tuma wo tuma nale leile kola inani fayi besilale nele sabula dawani kora inenina nele sabu imitani sifele isonanga kanuna imitani sife kijoli kene kenta imita ni sifo demisão wolola ne ya Argentina e mambudo la ale nyakara kawari nyake wana man nyaka dinde ne mfara peka ne ya Isabel pipisa wani ga Isabel peke ya la saka in ya ko ni on man dik ma ha wa kin digile ya am yara ya ogonwa biu jaka ojo ku yimeta bokwe lamne kin ya fe ne wa Aisha aliki ama amenyo mbulula aliki ama anyenyo furunyoye. À l'échelle des enjeux planétaires, la ferme de moringa de Boussouma est un projet de développement durable bien modeste. Pourtant, il a d'ores et déjà dépassé et de beaucoup les ambitions que nous nous étions fixées initialement. Le monde n'est pas une bouteille. Ce qui se joue à travers la ferme de moringa s'insère ainsi dans des enjeux d'échelle plus vaste. Créer les conditions d'un développement durable à Boussouma, c'est aussi lutter contre un exode rural massif qui pousse les Burkinabés à quitter leurs champs pour tenter leur chance en ville ou dans les mines d'or sauvages qui se développent un peu partout dans le pays. Dans un cas comme dans l'autre, le déclassement social et la dégradation des conditions de vie sont les plus souvent au bout du chemin pour les jeunes qui quittent leur village. Les drames humains qui se jouent actuellement aux portes de l'Europe nous rappellent chaque jour que les mobilités contraintes sont en fait une solution désespérée pour les habitants des pays du Sud. Je dis que dans la ville, là où tu peux gagner à manger, c'est là seulement que tu es au milieu, quoi. Rien ne sert d'aller ailleurs si tu peux gagner sur place. Grâce à ce projet, des amitiés se sont nouées malgré des milliers de kilomètres qui nous séparent. Chacun a appris sur le monde qui l'entoure, mais aussi sur lui-même.
Pour nous, lycéens français, comme pour ses amis burkinabés, ce projet s'inscrit dans une ambition de développement conjointe et durable. Kando Aisha Alikiyama Amenyo Furunyoe Alikiyama Amenyo Bolola Wingani Nyole Neile Lebe